Ils observèrent de loin la naissance, mais personne, pas même les chercheurs, n'était prêt à entendre la réaction du père. C'était la saison sèche dans la réserve de Samburu, et la terre se craquait sous chaque pas. La poussière s'élevait du sol comme un souffle, et les points d'eau rétrécissaient à chaque rayon de soleil. Mais au milieu de la chaleur et du silence, un miracle s'est produit. Elle s'appelait Amal, une matriarche de 30 ans, sage, calme et respectée. Elle avait mené son petit troupeau pendant 3 années consécutives de sécheresse sans perdre un seul veau. Elle avait vu le feu. Elle avait vu des braconniers. Et maintenant, elle était sur le point de mettre bas à nouveau. L'équipe du Wildlife Behavior Institute suivait le troupeau d'Amal depuis plus de 6 mois. Ils savaient qu'elle était proche. Son ventre était énorme, ses mouvements plus lents. Mais même eux ne s'attendaient pas à ce qui allait suivre. Par une matinée ensoleillée, juste après l'aube, Amal quitta le troupeau et marcha seul dans le bosquet d'acacias à l'est du point d'eau, un endroit que les éléphants fréquentaient rarement. Ils la suivirent silencieusement, jumelles, téléobjectifs, radios éteintes. Ils la virent s'agenouiller, puis se coucher, puis le premier éléphanteau au petit, encore gorgé de vie, se tortillant et cherchant déjà ses pattes. L'équipe murmura avec excitation dans leurs enregistreurs. En bonne santé, fort, se relevant rapidement. Puis vint le deuxième, et des halètements s'ensuivirent. Des jumeaux, dit quelqu'un. Ce sont des jumeaux. Mais Amal ne se leva pas. Elle gémit, se débattit. Son corps se souleva à nouveau. Et puis un troisième veau, une troisième vie, clignant des yeux sous le soleil brûlant. Des triplés. Le mot passa entre eux comme du vent. Rare, impossible, fragile. Mais c'était arrivé. Et maintenant, elle était toujours allongée, essoufflée, le tronc secoué. Les veaux piaillaient et trébuchaient les uns sur les autres, la poussant sur les flancs. Mais Amal ne bougeait pas. L'équipe retenait son souffle. Puis ils le virent émerger de la poussière lointaine comme un souvenir, Tao, le taureau, le père. Personne n'avait vu Tao depuis des semaines. Les éléphants mâles disparaissaient souvent après la saison des amours, errant seuls sur de vastes distances. Autrefois considérés comme des protecteurs, ils étaient aujourd'hui surtout perçus comme des rois imprévisibles, dépossédés de leur trône. Mais il était là, massif, couvert par le crépuscule, les défenses ébréchées par d'anciennes batailles, les oreilles battant lentement, les pas posés. Il ne se dirigea pas vers les chercheurs, ni vers le point d'eau, mais droit vers Amal. Elle ne leva pas la tête, mais sa trompe se tendit vers lui. Elle trembla dans l'air jusqu'à ce qu'elle trouve sa jambe, lâchement tendue, retenue. Les veaux trébuchèrent autour de ses pieds, incertains, les yeux écarquillés, leurs petites trompes levées de confusion et de peur. Tao ne les ignora pas. Il s'agenouilla et laissa sa grosse tête retomber sur la leur. Un par un, il les toucha délicatement de sa trompe. Les chercheurs, cachés derrière des broussailles et des objectifs longue portée, restèrent silencieux. Personne ne prit de photos. Pas encore. Amal respirait, mais mal. La naissance l'avait épuisée. 3 veaux dans cette chaleur, sur ce sol. Elle ne tenait plus debout. Tao se mit à arpenter de larges cercles autour d'elle. Sans agitation, mais stratégique. À chaque pas, il s'arrêtait et levait sa trompe haut dans les airs, reniflant, scrutant les siècles. Il devint une sentinelle. Lorsqu'une hyène apparut à la lisière des arbres, attirée par l'odeur du sang, Tao se tourna vers elle, la démarche fulgurante. Il ne chargea pas. Il n'en avait pas besoin. La hyène disparut. L'un des petits émit un cri perçant et confus. Tao se retourna vers eux, toucha son flanc et resta près d'elle. Au coucher du soleil, Amal ne s'était toujours pas levé. Son corps tremblait. Les chercheurs songèrent à intervenir. Déshydratation. Elle a besoin d'eau. Une intervention pourrait être la seule option, dit doucement le docteur Rena. Elle avait choisi cet endroit, et il était là. Tao poussait doucement Amal avec ses défenses. Ni fort, ni agressif, juste insistant, encourageant,
mais elle était trop faible. Puis, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais enregistré se produisit. Tao se dirigea vers la tranchée peu profonde qu'Amal avait creusée dans la terre pour s'y allonger et commença à creuser avec sa trompe et ses défenses. Lentement, méthodiquement, la poussière volait. Les veaux observaient. Les chercheurs se figèrent. Tao creusa jusqu'à ce que la terre rouge et dure cède la place à de l'argile sombre et humide, puis à un filet d'eau. De l'eau. Pas beaucoup, mais suffisamment. Il la ramassa avec sa trompe, aspergea la peau craquelée d'Amal. Ses yeux papillonnèrent. Il aspergea son visage, sa bouche. Elle but non pas à une mare, mais à lui. Les chercheurs ne parlèrent pas. Ils ne pouvaient pas. L'un d'eux tendit la main vers sa radio. Un autre l'arrêta. Non, murmura-t-il. Laissez-les tranquilles. Amal dormait tandis que les étoiles se levaient. Tao se tenait à ses côtés. Les veaux se blottirent contre elle. Et pour la première fois depuis des heures, il n'y avait plus de peur. Seul le silence de la nuit et un père qui veillait. Mais il faisait plus que regarder. Au matin, le vent tourna. La chaleur n'était pas encore revenue, mais les mouches, elles, si, des nuées bourdonnantes tournoyaient autour des veaux, rampant sur le flanc d'Amal. Elle essaya de les chasser avec sa trompe, mais parvint à peine à la soulever. Tao s'approcha. Il balaya ses oreilles massives, lentement, délibérément, couvrant ses yeux, son flanc, sa bouche. Il se tenait au-dessus d'elle comme un arbre, son corps subissant la plus grande partie des ravageurs, la protégeant du soleil comme des piqûres. L'un des éléphanteaux tenta de l'imiter. Il battit ses petites oreilles trop courtes pour atteindre quoi que ce soit puis poussa un cri de frustration. Tao se retourna et baissa la tête à la hauteur de l'éléphanteau. Il ne le gronda pas. Il le montra. Il leva une jambe, puis la redescendit lentement près du mollet. Un signal, un rythme. Le mollet l'imita maladroit, déséquilibré, mais en apprentissage. Le docteur Rena murmura dans son enregistreur, il leur apprend. Il leur apprend. Le deuxième jour, Amal s'agita. Sa trompe chercha à nouveau Tao, de l'eau, du réconfort. Il était là, et avec lui, d'autres membres du troupeau. Tout commença par un son de trompette lointain, puis de la poussière, puis des silhouettes, deux matriarches, une femelle âgée et un jeune mâle de la précédente portée d'Amal. Elles s'approchèrent lentement, prudemment. Une matriarche s'arrêta près de Tao et pressa son front contre son flanc. Aucun son, aucune démonstration. Mais les chercheurs comprirent qu'il s'agissait d'une permission, d'une reconnaissance. Les veaux, bien que chancelants, avaient commencé à s'imiter. Ils marchaient à pas décalés. L'un menait, l'autre suivait, l'un errait, puis revenait. Chaque fois qu'il tombait, Tao était là. Parfois, il les poussait de sa trompe. Parfois, il attendait simplement. Mais toujours, il observait. Toujours, il préférait la présence à la panique. La troisième nuit, Amal resta debout. Ce n'était pas gracieux. Ses jambes tremblaient. Son souffle était sifflant, mais elle se leva. Tao recula, lui laissant de l'espace. Les veaux se précipitèrent vers elle. Elle les accueillit par de légers grondements. Chacun distinct, chacun dirigé. Ils se turent, écoutèrent, puis revinrent vers Tao non pas pour le réconforter, mais pour trouver l'équilibre. Au lever du soleil, le troupeau se rassembla autour d'elle. Amal les conduisit jusqu'à la crête ouest, mais Tao ne le suivit pas. Il resta en arrière, debout à l'orée du bosquet, à observer. Ce fut le plus jeune des éléphanteaux qui se retourna le premier. Il revint vers lui, pressa son petit front contre sa jambe et resta immobile, silencieux, comme pour dire « Je te vois. Je me souviens ». Puis il se retourna et suivit sa mère. Tao les observa jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la poussière. Puis il s'avança vers la tranchée, toucha la terre sombre avec sa trompe et la recouvrit lentement. À cet instant, les chercheurs appuyèrent pour la première fois sur le bouton d'enregistrement. Mais seule une phrase fut enregistrée,
pas une image. Il n'eut pas besoin qu'on lui pose la question. Il suffisait qu'on lui fasse confiance. Cette phrase, murmurée une fois dans un enregistreur de terrain poussiéreux, allait devenir le titre d'un article de recherche, puis d'un documentaire, puis d'une fresque murale dans une école pour enfants ayant perdu leur père. Mais bien avant tout cela, il ne vivait que dans le calme, dans le silence après le départ de Tao. Il ne rejoignit pas le troupeau ce jour-là. Au lieu de cela, il ira jusqu'au rocher surplombant la vallée, où les éléphants s'attardaient rarement. De là, il pouvait voir toute la plaine, le point d'eau, le chemin emprunté par Amal et ses petits, la tranchée qu'il avait creusée. Il est resté là pendant des heures, sans brouter, sans se reposer, juste debout, à observer. Les chercheurs ont hésité à s'approcher. Le docteur Rena, toujours prudente, s'y est opposée. L'intervention efface l'observation, a-t-elle dit. Et nous sommes là pour observer, pas pour perturber. Pourtant, il ne pouvait détourner le regard. Les actions de Tao ne correspondaient à aucun de leurs modèles existants. Il ne se contentait pas de protéger. Il ne dominait pas. Il ne se comportait pas comme un taureau ordinaire. Il choisissait. De retour dans la capitale, la nouvelle de la naissance des triplés était parvenue aux responsables du parc et aux chercheurs internationaux. Rare, miraculeux, il fallait surveiller l'évolution de la situation. Mais les images de Tao ont tout changé, car personne n'avait jamais filmé ce qu'il avait fait ensuite. 2 jours après le départ d'Amal et des petits, une meute de hyènes solitaires s'introduisit dans le bosquet, probablement attirée par l'odeur qui persistait dans le sol. Tao revint, non pas avec fureur, mais avec précision. Il les repoussa, non par la force, mais par le mouvement. Il leur barra le chemin, les sema dans la confusion, les dispersa sans un bruit. Puis, d'un mouvement capté par 3 objectifs distincts, il se retourna et aplanit la tranchée. Toute trace de sang, de naissance et d'odeur fut effacée. C'était un acte de protection, mais aussi d'effacement, comme pour dire, ce chapitre est clos. J'ai accompli ce que je suis venu faire. Il disparut le lendemain matin, non pas dans la violence, ni dans le chaos, mais dans les arbres, et ne fut plus revu pendant 3 ans. Mais il restait dans les mémoires d'une Molly qui revenait au bosquet chaque saison, s'arrêtant sous le même acacia. Des éléphantaux, qui marchent maintenant avec assurance, tournant parfois autour d'eux comme il les avait contournés. Des chercheurs, qui se sont servis de son histoire pour enseigner aux nouveaux gardes que le leadership n'était pas toujours bruyant. Et d'une petite fille d'un village voisin qui a montré du doigt la fresque murale de son école représentant un énorme éléphant mâle veillant sur 3 minuscules éléphantaux sous les étoiles. C'est l'éléphant qui surveillait les petits, dit-elle. Et voilà, murmura-t-elle, à quoi ressemble la vraie force. L'enseignante qui se tenait à proximité l'avait entendue, mais au lieu de la corriger ou d'expliquer la fresque en termes scientifiques, elle hocha simplement la tête. Exactement, dit-elle avant de se tourner vers la classe. Aujourd'hui, nous dessinons ce que la force signifie pour nous. Cet après-midi-là, 15 enfants ont dessiné des versions de Tao. Certains sous les étoiles, d'autres à côté d'un malais. L'un d'eux enveloppait un petit veau de sa trompe comme une couverture. Pas un seul dessin ne représentait Tao rugissant ou chargeant. Toutes ces versions étaient toujours présentes, observant. De retour à la réserve, une nouvelle équipe de chercheurs arriva la saison suivante. Des étudiants diplômés de 4 pays, enthousiastes, brillants et hautement qualifiés en mesures comportementales. Ils s'enquirent des triplés, d'Amalie et de Tao. Le docteur Rena les conduisit sur le terrain. C'est ici que ça s'est passé, dit-elle en désignant le bosquet. Ils commencèrent à sortir capteurs, drones, caméras infrarouges. Elle attendit, puis dit doucement, si vous ne cherchez que des chiffres, vous passerez à côté de l'histoire. Il semblait perplexe. Puis elle sortit un journal de bord usé par les intempéries. Des notes manuscrites, pas de cartes, juste des observations, des sentiments. Elle tourna la page. On pouvait y lire, 2e jour. Tao a protégé Amalie de son corps pendant 4 heures. Il ne bougeait que pour boire et revenir. Les veaux suivaient sa silhouette comme une ombre.
Le vent était immobile. Le temps n'existait pas. Un étudiant a lu la phrase 2 fois, puis a dit doucement, savait-il ce qu'il faisait? Le docteur Reyna sourit. La meilleure question serait peut-être, l'avons-nous fait? Cette année-là, Tao est devenu un élément du matériel de formation des gardes forestiers du parc, non pas comme une étude de cas sur le comportement alpha, mais comme un module sur la présence, la non-inférence et l'intelligence relationnelle. Ils l'ont appelé le modèle Sentinelle. Ailleurs, l'histoire de Tao a trouvé un chemin inattendu. Un conseiller l'a utilisé lors d'une thérapie de groupe avec des adolescents placés en famille d'accueil. Au Kenya, une jeune femme a peint une fresque murale de lui sur le mur d'une clinique, le tronc tendu vers 3 arbres en fleurs, un pour chaque veau. Un poète local a écrit, « Il ne régnait pas. Il ne rugissait pas. Il se tenait debout. » Et cela a tout changé. Et pourtant, le bosquet restait intact. Les visiteurs étaient autorisés à l'admirer, mais seulement à distance. Pas de flash, pas de voix forte, juste un reflet. Certains disaient le sentir encore là, comme si le choix de Tao de rester, non par pouvoir, mais par souci, s'était infiltré jusqu'aux racines de la terre elle-même. Un silence qui pesait, une présence qui ne s'estompait pas. Car même lorsque Tao lui-même n'était plus visible, ses choix continuaient de se répercuter sur le troupeau, sur le sol, sur les gens qui pensaient autrefois que les éléphants n'étaient que muscles et mémoire. Amalie revenait chaque année avec ses petits. Ils étaient désormais plus grands, plus forts. L'un d'eux avait une légère courbure à la défense droite, un parfait reflet de celle de Tao. Un autre avait pris l'habitude de tourner en rond avant de se coucher. Et le plus petit, toujours friand de coups de tête, avait pris l'habitude de monter la garde pendant que le reste du troupeau buvait, comme lui, comme si quelque chose de lui avait survécu. Non pas par le sang, mais par le comportement, non par l'instinct, l'imitation et la révérence. Le bosquet où les triplés étaient nés était devenu un lieu sacré, non seulement pour les gardes forestiers et les chercheurs, mais aussi pour les communautés locales. Les anciens y emmenaient les enfants s'asseoir à l'ombre de l'acacia, non pas pour parler, mais pour ressentir. Une petite pierre avait été placée au pied de l'arbre central. Elle ne portait pas son nom. Elle n'indiquait pas Tao. On pouvait y lire simplement, il se tenait debout. Un soir, aux dernières lueurs de la saison sèche, une jeune cinéaste visita la réserve. Elle avait entendu l'histoire des années auparavant par sa grand-mère, cuisinière à l'ancien poste de garde forestier. Elle demanda à être emmenée dans la réserve. Le nouveau garde, âgé d'accent grave peine 25 ans, hocha la tête en silence. Il n'avait jamais vu Tao, mais il l'avait étudié, visionné les images, mémorisé les notes, entendu la façon dont les gens prononçaient son nom comme une prière. À leur arrivée, la femme descendit du camion pieds nus. Elle marcha lentement jusqu'au marqueur et s'agenouilla. Puis, d'une voix très douce, elle dit, « Mon père n'était jamais là. Mais cette histoire, cet éléphant, m'a appris ce que signifie être là. » Alors qu'elle se tenait debout, le vent se leva, emportant poussière, graines et autre chose. Le garde forestier le sentit aussi. Et pendant une seconde, aucun d'eux ne parla. Parce que le bosquet n'avait pas besoin de mots. Il était présent. Et la présence suffisait. Parce que parfois, l'héritage ne porte pas de couronne. Parfois, il évolue selon des rythmes calmes. Comme un jeune taureau qui attend avant de s'avancer, comme un veau qui marque une pause avant de boire, comme un garde forestier qui s'immobilise avant d'élever la voix. Tao n'avait jamais mené de troupeau. Il n'avait jamais été le plus grand, le plus rapide ou le plus bruyant. Mais dans l'histoire qui restait, il était devenu quelque chose de bien plus durable, un modèle, un mythe ancré dans la mémoire et un miroir pour ceux qui avaient oublié à quoi pouvait ressembler le leadership. Dans un amphithéâtre universitaire à l'autre bout du monde, son histoire était enseignée non pas en biologie, mais en éthique. Un professeur a montré les images de Tao agenouillé près des nouveau-nés, creusant la tranchée, protégeant une Molly du soleil, puis s'est tourné vers ses étudiants et leur a demandé, « Seriez-vous capable de reconnaître cela comme un leadership si ce n'était pas le fait d'un humain ?» Personne ne parla pendant un moment. Puis un étudiant murmura, «
c'est le genre de choses dont nous avons besoin davantage. Dans une école du nord du Kenya, des enfants ont reconstitué la scène de la naissance dans une pièce de théâtre. Un garçon jouait Tao. Il n'a pas dit un mot. Il est simplement entré sur scène lorsque la musique s'est atténuée, s'est tenu à côté de la fille qui jouait Amalie et a étendu ses bras comme des ailes pour la protéger. Lorsque les lumières se sont éteintes, personne n'a applaudi immédiatement. Ils sont restés immobiles, en mouvement. Une grand-mère au deuxième rang a essuyé une larme sur sa joue et a dit « Il me rappelait mon mari ». De retour au bosquet, la nature a fait ce qu'elle fait toujours, elle a continué à pousser. La tranchée creusée autrefois par Tao s'est comblée avec le temps, puis avec la pluie, puis avec de minuscules pousses vertes qui s'enroulaient autour des vieilles racines. Et à chaque saison, les veaux revenaient. D'abord avec Amalie, puis avec leurs petits. Personne ne le leur avait dit. Ils venaient, tout simplement. Et quelque part dans le silence, au-delà des arbres, au-delà de la poussière, au-delà même du souvenir, il y avait encore la forme de la présence d'un grand éléphant non visible, mais ressenti dans la pause entre les pas, dans le silence avant l'aube, dans la façon dont le monde retient parfois son souffle et se tient simplement debout. 15 ans plus tard, le bosquet avait changé. L'arbre qui ombrageait autrefois Amalie dans ses moments les plus faibles était désormais tordu et large. Ses racines épaisses s'enchevêtraient dans la terre comme des veines. De l'herbe poussait là où la terre sèche s'était fissurée. Et en dessous, le creux peu profond creusé par Tao était devenu un creux permanent, tapissé de mousse moelleuse, rempli par la pluie pendant la saison des pluies. Les habitants l'appelaient le bol de Tao. Ils disaient qu'il ne séchait jamais complètement, même lors des pires sécheresses. Amalie était décédée depuis longtemps. Ses triplés, désormais adultes, revenaient une fois par an, toujours ensemble. Ils parcouraient le bosquet en silence, touchant les troncs près de la base de l'arbre, décrivant un cercle, puis repartant sans un bruit. L'une d'elles, celle à la défense recourbée, avait elle aussi un petit. Or, la petite avait une étrange habitude pour une si jeune éléphante. Dès qu'elle avait peur, elle s'éloignait du groupe, restait seule un instant et regardait derrière elle, comme si elle attendait quelqu'un, comme si elle écoutait quelque chose de silencieux. Les chercheurs ont changé. Les générations ont passé, mais les notes de terrain sont restées. Conservées dans une armoire en bois verrouillée au bord de la tour d'observation, désormais décolorée par le soleil, le carnet trônait au-dessus de tous les autres. C'était toujours le premier livre que l'on demandait aux nouveaux étudiants de lire. La première page ne contenait aucune information, seulement une phrase, il offrait plus que de la protection. Il donnait le droit d'être petit dans un monde trop vaste. Et parfois, juste avant l'aube, lorsque le brouillard enveloppait les collines, on pouvait apercevoir une silhouette isolée depuis la tour, se tenant au loin. Trop grand pour un buisson, trop grand pour un arbre, immobile, jamais en approche, mais toujours là, une présence dans la brume. Un rappel que les plus forts ne sont pas toujours ceux qui chargent, mais ceux qui restent là quand personne ne le leur demande.